Le 15 août 1999, 3 sœurs de Saint-Flour, dans le Cantal, disparaissent sans laisser de traces pendant la fête patronale de leur village. Céline, Muriel et Fabienne Leroux, âgées de 14, 16 et 18 ans, étaient connues et appréciées par tous les habitants de cette petite commune de 900 âmes. 25 ans plus tard, en octobre 2024, une lettre oubliée dans la sacoche d'un facteur à la retraite va révéler une vérité si troublante qu'elle ébranlera les fondements mêmes de cette communauté rurale. Ce qui semblait être une disparition mystérieuse cache en réalité un secret que plusieurs personnes influentes de la région ont tenté d'enterrer à jamais. Comment 3 jeunes filles pleines de vie ont-elles pu disparaître au cœur d'une fête de village sans que personne ne remarque quoi que ce soit? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Saint-Flour, située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes, est une commune qui compte moins de 1000 habitants. Perchée sur un plateau volcanique à plus de 1000 mètres d'altitude, cette ville médiévale offre un paysage à couper le souffle sur les monts du Cantal. En 1999, comme chaque année depuis des décennies, la fête patronale de l'Assomption rassemblait non seulement les habitants de Saint-Flour, mais aussi ceux des villages environnants. C'était l'événement de l'année, celui que tout le monde attendait avec impatience. La famille Leroux habitait rue des Lacs, une petite rue pavée qui descend vers la ville basse. Henri Leroux, le père, travaillait comme ouvrier spécialisé dans une usine de transformation alimentaire à 15 km de là. Margot, la mère, était secrétaire à la mairie de Saint-Flour depuis 12 ans. C'était une famille respectée, connue pour sa discrétion et son honnêteté. Les 3 filles étaient l'orgueil de leurs parents. Fabienne, l'aînée, venait de décrocher son baccalauréat avec mention et s'apprêtait à entrer en première année de droit à l'université de Clermont-Ferrand. Grande et élancée, avec des cheveux châtains qu'elle portait toujours attachés en queue de cheval, elle était reconnue pour son sens des responsabilités et sa maturité. Depuis l'âge de 15 ans, elle travaillait comme aide-serveuse dans le café-restaurant de la place du Palais pendant les vacances scolaires. Tout le monde s'accordait à dire qu'elle irait loin dans la vie. Muriel, la cadette, était en première littéraire au lycée Georges Pompidou. Contrairement à sa sœur aînée, elle était plus extravertie, plus spontanée. Blonde aux yeux bleus, elle avait hérité du caractère enjoué de sa grand-mère maternelle. Elle participait activement aux activités de la paroisse et faisait partie de l'équipe de volley-ball du lycée. Ses professeurs appréciaient sa vivacité d'esprit et sa capacité à mobiliser ses camarades pour les projets collectifs. Céline, la benjamine, était encore au collège, en classe de 3e. Plus réservée que ses sœurs, elle était passionnée de lecture et passait des heures à la bibliothèque municipale. Brune aux yeux noirs, elle ressemblait physiquement à son père, mais avait hérité de l'intelligence analytique de sa mère. Malgré son jeune âge, elle impressionnait souvent les adultes par la justesse de ses observations et sa capacité à comprendre les situations complexes. Les 3 sœurs étaient très proches, ce qui était remarquable compte tenu de leurs différences de caractère. Elles partageaient leurs secrets, leurs rêves et leurs préoccupations. Cette complicité était particulièrement visible lors des événements familiaux et des fêtes du village, où elles formaient un trio inséparable. La fête patronale de 1999 s'annonçait particulièrement réussie. Le comité des fêtes, présidé par Jacques Blanchard, le maire de la commune, avait organisé un programme riche en animation. Fabienne, en tant que jeune adulte responsable, avait été sollicitée pour aider à la coordination des bénévoles. Muriel s'occupait de l'animation pour les enfants, et même Céline avait accepté de donner un coup de main pour la vente de billets de tombola. Le samedi 14 août 1999, la journée avait été particulièrement chaude pour la saison. Les températures avaient atteint 32 degrés, ce qui était exceptionnel pour cette région montagneuse. Dès le matin, les 3 sœurs étaient parties aider à l'installation des stands sur la place du Palais et dans les rues adjacentes.
Fabienne supervisait la mise en place des tables et des chaises pour le repas communautaire du soir, tandis que Muriel décorait l'espace réservé aux jeux pour enfants avec des guirlandes et des ballons colorés. Vers 14 heures, Céline était revenue à la maison pour se changer et prendre une douche. Elle avait croisé sa mère dans la cuisine et lui avait dit « Maman, il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Heureusement que demain il va faire plus frais pour la fête. » Margot se souvient parfaitement de cette conversation banale qui devait être l'une des dernières qu'elle aurait avec sa fille Benjamine. À 16h30, les trois sœurs s'étaient retrouvées devant l'église pour la répétition du cortège religieux qui devait ouvrir officiellement les festivités le lendemain. Le père Antoine Mercier, le curé de la paroisse, avait insisté pour que tout soit parfait. Une quinzaine de jeunes de la commune participaient à cette procession, portant les bannières traditionnelles et les statues de saints. Après la répétition, vers 18 heures, plusieurs témoins ont vu les trois sœurs se diriger vers le café-restaurant de la place du Palais. Gérard Dupont, le propriétaire de l'établissement, se souvient les avoir servies. Elles ont pris chacune un diabolomante et ont discuté avec quelques jeunes du village qui étaient installés en terrasse. Elles semblaient de bonne humeur, elles riaient beaucoup. Je les ai vues partir vers 19h15, peut-être 19h30. C'est Marie-Claire Bonnefoy, institutrice à la retraite, qui a été la dernière personne à voir les trois sœurs ensemble. Il était exactement 20h45 quand elle les a aperçues près du monument aux morts, au bout de la rue Saint-Jacques. Elle marchait tranquillement, elle n'avait pas l'air pressée. Fabienne tenait un petit sac en toile à la main. Je m'en souviens parce que c'était inhabituel pour elle qui ne portait jamais de sac à bandoulière. Henri et Margot Leroux, rentrés de leur course à Aurillac vers 21h30, ne s'étaient pas inquiétés de ne pas trouver leurs filles à la maison. Il était courant qu'elles passent la soirée avec leurs amis lors des préparatifs de la fête. Ce n'est que le lendemain matin, vers 8h, quand Margot a voulu réveiller ses filles pour qu'elles l'aident à préparer le repas qu'elles devaient apporter au déjeuner communautaire, qu'elle a découvert que les 3 lits n'avaient pas été défaits. La panique s'est installée immédiatement. Henri a d'abord appelé les familles des amis de ses filles, puis s'est rendu chez plusieurs voisins. Personne n'avait vu Céline, Muriel ou Fabienne depuis la veille au soir. À 10h, Jacques Blanchard, le maire, était prévenu. À 10h30, les gendarmes de la brigade de Saint-Flour étaient sur place. Le lieutenant-colonel Laurent Vallée, responsable de la section de recherche de Clermont-Ferrand, avait été appelé en renfort dès le dimanche après-midi. Quand j'ai été contacté, j'ai immédiatement compris que nous avions affaire à une situation exceptionnelle. 3 sœurs qui disparaissent simultanément dans une petite commune où tout le monde se connaît, c'est extrêmement rare. Mes premiers instincts me disaient qu'il s'agissait soit d'une fugue concertée, soit d'un événement grave. Les recherches ont été organisées méthodiquement. Les gendarmes ont d'abord vérifié tous les lieux où les jeunes filles avaient l'habitude de se rendre. La bibliothèque, le terrain de sport, les sentiers de randonnée qu'elles empruntaient parfois pour se promener, et même les ruines du château fort qui surplombent la ville. Parallèlement, les forces de l'ordre ont interrogé systématiquement tous les habitants qui avaient pu les voir le samedi soir. Les jours qui ont suivi la disparition des 3 sœurs Leroux ont transformé à jamais la tranquille commune de Saint-Flour. La fête patronale avait été annulée le dimanche matin et les stands démontés dans une atmosphère de stupeur et d'incompréhension. Les habitants se retrouvaient par petits groupes sur la place du Palais, échangeant des hypothèses et des rumeurs qui se propageaient comme une traînée de poudre. Henri Leroux avait pris un congé sans solde de son travail pour se consacrer entièrement aux recherches. Chaque matin, il partait avec des groupes de bénévoles ratisser les environs de Saint-Flour. Les monts du Cantal recèlent de nombreux gouffres et cavités naturelles, et la crainte d'un accident était omniprésente. Margot, elle, était devenue l'interlocutrice principale des gendarmes, coordonnant les témoignages et tenant un registre précis de tous les éléments collectés. Au bout de 2 semaines, l'enquête avait pris une dimension départementale. Le commissaire divisionnaire Jean-Pierre Morel, de la direction départementale de la sécurité publique du Cantal, avait été chargé de superviser les investigations.
Nous avons mobilisé tous les moyens disponibles, les maîtres chiens, les plongeurs de la sécurité civile, pour explorer les lacs et les rivières, et même un hélicoptère de la gendarmerie nationale pour survoler la région. Nous avons aussi élargi le périmètre de recherche à tout le département. L'hypothèse de la fugue avait été rapidement écartée. Les 3 sœurs n'avaient emporté aucun vêtement, aucun objet personnel, et surtout, aucune d'entre elles n'avait retiré d'argent de son compte bancaire. Fabienne avait 340 francs sur son livret jeune, Muriel 180 francs et Céline 95 francs. Ces sommes étaient intactes. L'enquête de voisinage avait révélé quelques détails troublants. Plusieurs habitants avaient remarqué la présence de véhicules inconnus dans les rues de Saint-Flour le samedi soir, mais les descriptions étaient trop imprécises pour permettre une identification. Marcel Fontaine, le facteur, avait signalé avoir croisé une voiture sombre avec des plaques d'immatriculation qu'il n'avait pas réussi à lire, garée près du cimetière vers 21 heures. Au fil des mois, diverses théories ont émergé. Certains habitants évoquaient la possibilité d'un enlèvement par un réseau criminel. D'autres suggéraient que les sœurs avaient pu être victimes d'un accident lors d'une promenade nocturne dans la nature. Il y avait aussi ceux qui murmuraient des histoires plus sombres, impliquant des personnes de la région que les filles auraient pu surprendre dans une situation compromettante. Docteur Alain Coste, le médecin du village, avait été l'un des premiers à suggérer que les 3 sœurs auraient pu être victimes d'un prédateur. Dans ma pratique médicale, j'ai malheureusement eu l'occasion de constater que les agressions sexuelles sur mineurs sont plus fréquentes qu'on ne le pense, même dans les petites communes rurales. Le fait qu'elles aient disparu ensemble pourrait indiquer qu'elles ont été témoins de quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir. Les parents Leroux avaient organisé plusieurs appels à témoins dans les médias régionaux. L'émission Témoin numéro 1 de France 2 avait diffusé un reportage sur la disparition en novembre 1999, mais aucun élément nouveau n'en était ressorti. Les affiches avec les photos des 3 sœurs tapissaient tous les lieux publics du département, et même au-delà. En l'an 2000, l'enquête était entrée dans une phase de routine. Les gendarmes continuaient de recevoir des témoignages sporadiques, mais aucun ne permettait d'avancer significativement. Laurent Vallée, le lieutenant-colonel responsable des investigations, avait confié à ses collègues « Nous avons exploré toutes les pistes possibles. Soit les 3 sœurs ont été victimes d'un crime parfaitement organisé, soit elles ont été victimes d'un accident dans un endroit si reculé que nous n'avons pas encore découvert leur corps. » Les années qui ont suivi la disparition des sœurs Leroux ont été marquées par une succession d'espoirs et de déceptions. Chaque été, à l'approche de la fête patronale, les médias locaux reprenaient l'affaire, sollicitant de nouveaux témoignages et relançant les investigations. Mais chaque fois, les résultats étaient décevants. En 2003, les ossements d'une jeune femme avaient été découverts près d'un lac de montagne à 30 km de Saint-Flour. Les analyses ADN avaient révélé qu'il s'agissait des restes d'une randonneuse décédée plusieurs années auparavant dans un accident de montagne. Cette fausse alerte avait néanmoins redonné un semblant d'espoir aux parents Leroux, qui s'accrochaient à l'idée que leur fille pourrait un jour être retrouvée. Henri Leroux avait développé une véritable obsession pour l'enquête. Il passait ses week-ends à explorer les moindres recoins de la région, armé d'une carte topographique et d'une boussole. Il avait même appris à utiliser un détecteur de métaux, espérant découvrir des bijoux ou des objets personnels de ses filles. Margot, de son côté, était devenue une experte en procédure judiciaire. Elle connaissait par cœur tous les articles du Code de procédure pénale relatifs aux disparitions et harcelait régulièrement les autorités pour que l'enquête ne soit pas classée. Le comportement de certains habitants de Saint-Flour avait également évolué au fil des années. Plusieurs familles avaient quitté la commune, ne supportant plus l'atmosphère pesante qui régnait depuis la disparition. D'autres, au contraire, s'étaient rapprochés des Leroux, formant un cercle de soutien qui se réunissait régulièrement pour évoquer l'affaire et chercher de nouvelles pistes. En 2005, une nouvelle équipe d'enquêteurs avait été constituée sous la direction du commissaire Éric Delmas.
Cette nouvelle approche avait permis de réviser l'ensemble du dossier avec un œil neuf. Les enquêteurs avaient notamment procédé à de nouveaux interrogatoires de tous les témoins, en utilisant des techniques d'entretien plus modernes. Ils avaient aussi fait appel à un profileur criminel de la police judiciaire de Lyon. Le profil psychologique établi par l'expert suggérait que la disparition des 3 sœurs était très probablement liée à un crime organisé par une personne ou un groupe de personnes connaissant parfaitement la région et les habitudes des victimes. L'absence totale de traces, le fait qu'aucune des 3 sœurs n'ait tenté de donner l'alerte et la simultanéité de leur disparition indiquent une préméditation et une connaissance intime de leur emploi du temps, avait conclu le profileur. Cette analyse avait orienté les investigations vers l'entourage proche des victimes. Tous les hommes de la commune âgés de plus de 16 ans avaient été interrogés une nouvelle fois et leurs alibis vérifiés scrupuleusement. Plusieurs personnalités locales avaient été placées sous surveillance discrète, mais aucun élément probant n'avait été découvert. En 2010, soit 11 ans après la disparition, un événement inattendu avait relancé l'enquête. Des travaux de rénovation de l'église de Saint-Flour avaient nécessité la démolition d'une partie du mur de la crypte. Dans les décombres, les ouvriers avaient découvert un petit sac en toile contenant quelques objets personnels. Un bracelet en argent, un carnet de notes et un téléphone portable de marque Nokia. L'expertise avait rapidement établi que le bracelet appartenait à Fabienne Leroux. Margot l'avait formellement identifié. C'était un cadeau qu'elle avait offert à sa fille pour ses 17 ans. Le carnet contenait des notes prises par Fabienne lors de sa préparation au baccalauréat, et le téléphone portable était effectivement le sien. Cette découverte avait bouleversé les théories précédentes. Comment ces objets avaient-ils pu se retrouver dans la crypte de l'église ? Qui les y avait cachés et pourquoi? Les enquêteurs avaient immédiatement suspecté qu'il s'agissait d'une tentative de manipulation de la part du ou des responsables de la disparition. Le téléphone portable avait été confié au service technique de la police scientifique. Malgré l'ancienneté de l'appareil et les dommages causés par l'humidité, les experts avaient réussi à extraire quelques données. La dernière communication enregistrée datait du 14 août 1999 à 20h32. Il s'agissait d'un appel entrant depuis un numéro que les enquêteurs n'avaient pas réussi à identifier précisément, les archives de l'opérateur téléphonique de l'époque étant incomplètes. Cette découverte avait redonné espoir aux parents Leroux, mais elle avait aussi semé le trouble dans la communauté. Plusieurs habitants s'interrogeaient sur les motivations de la personne qui avait caché ces objets dans l'église. Était-ce un message, une tentative de détourner l'attention ou simplement l'acte d'une personne prise de remords? Le père Antoine Mercier, le curé de la paroisse, avait été longuement interrogé. Il avait expliqué que l'accès à la crypte était possible par une petite porte située derrière le chœur, et que cette porte n'était pas toujours verrouillée. N'importe qui connaissant l'église aurait pu y accéder discrètement, surtout pendant les heures de messe quand l'attention est focalisée sur la célébration, avait-il déclaré. En 2015, 16 ans après la disparition, l'affaire avait connu un rebondissement spectaculaire. Un homme de 42 ans, Antoine Villeray, avait été arrêté dans la région lyonnaise pour une série d'agressions sexuelles sur mineurs. Lors de son interrogatoire, il avait spontanément évoqué la disparition des sœurs Leroux, prétendant détenir des informations sur leur sort. Villeray avait expliqué aux enquêteurs qu'il se trouvait dans la région de Saint-Flour en août 1999 pour des raisons professionnelles. Il travaillait alors comme représentant commercial pour une entreprise de matériel agricole et visitait régulièrement les exploitations du Cantal. Selon ses déclarations, il aurait été témoin d'une altercation entre les 3 sœurs et un groupe d'hommes près du cimetière le soir de leur disparition. Les détails fournis par Villeray étaient troublants de précision. Il décrivait parfaitement l'apparence physique des 3 sœurs, leurs vêtements ce soir-là, et même le petit sac en toile que portait Fabienne. Il affirmait avoir vu les hommes forcer les jeunes filles à monter dans un véhicule de couleur sombre, mais prétendait avoir pris peur et ne pas être intervenu. Pendant plusieurs semaines, cette piste avait mobilisé tous les moyens de l'enquête.
Les déclarations de Villeray avaient été recoupées avec les témoignages recueillis en 1999, et de nombreux éléments semblaient cohérents. Cependant, l'enquête avait révélé plusieurs incohérences majeures dans son récit. D'abord, les vérifications effectuées auprès de son employeur de l'époque avaient démontré que Villeray n'avait jamais eu de tournée commerciale dans le Cantal en août 1999. Ensuite, l'analyse psychologique du suspect avait révélé qu'il souffrait de troubles de la personnalité, l'amenant à s'attribuer des rôles dans des affaires criminelles médiatisées. Enfin, plusieurs éléments de son témoignage avaient été contredits par les preuves matérielles. Cette fausse piste avait néanmoins permis de relancer l'enquête avec de nouveaux moyens techniques. Les enquêteurs avaient profité des progrès de la science forensique pour faire analyser à nouveau tous les indices collectés depuis 1999. Malheureusement, ces nouvelles analyses n'avaient pas apporté d'éléments décisifs. L'affaire Villeray avait aussi eu des conséquences psychologiques importantes sur la famille Leroux. Henri, qui avait alors 58 ans, avait fait une dépression nerveuse nécessitant plusieurs mois d'arrêt maladie. Margot, elle, avait développé une méfiance maladive envers tous les nouveaux témoignages, craignant constamment d'être dupée par de nouveaux mythomanes. À partir de 2018, l'enquête sur la disparition des sœurs Leroux était entrée dans une phase de routine administrative. Le dossier, épais de plus de 1000 pages, était régulièrement consulté par les nouveaux enquêteurs affectés à la section de recherche, mais aucune piste nouvelle n'émergeait. Le lieutenant-colonel Laurent Vallée, qui avait pris sa retraite en 2017 après une carrière de 35 ans dans la gendarmerie, continuait de suivre l'affaire à titre personnel. Il avait développé une relation particulière avec la famille Leroux et leur rendait visite plusieurs fois par an. Cette affaire m'a marqué profondément. J'ai dirigé des dizaines d'enquêtes criminelles au cours de ma carrière, mais celle-ci reste unique par son côté inexplicable. J'ai toujours eu l'intuition que la clé du mystère se trouvait dans la communauté elle-même. En 2020, la pandémie de Covid-19 avait perturbé le fonctionnement des services de police et de gendarmerie. Pendant plusieurs mois, l'enquête avait été mise en sommeil, faute de personnel disponible. Cette période avait été particulièrement difficile pour Henri et Margot Leroux, désormais âgés de 63 et 60 ans, qui voyaient s'amenuiser leur chance de connaître un jour la vérité sur le sort de leur fille. Cependant, cette pause forcée avait aussi permis une réflexion approfondie sur l'ensemble du dossier. Le commissaire Delmas, toujours en charge de l'enquête, avait profité de cette période pour constituer une base de données informatiques regroupant tous les témoignages, toutes les pistes explorées et tous les éléments matériels collectés depuis 1999. Cette numérisation avait révélé plusieurs détails qui avaient échappé aux enquêteurs précédents. En particulier, l'analyse statistique des témoignages avait montré que plusieurs personnes avaient fourni des versions légèrement différentes de leurs souvenirs au fil des années. Ces variations, normales dans le cadre d'une enquête longue, avaient néanmoins permis d'identifier quelques incohérences troublantes. En 2022, soit 23 ans après la disparition, un élément nouveau avait attiré l'attention des enquêteurs. Lors d'une perquisition dans le cadre d'une autre affaire, les gendarmes avaient découvert dans la maison de Pierre Laval, un agriculteur de la région décédé l'année précédente, plusieurs coupures de journaux relatives à la disparition des sœurs Leroux. Cette découverte était d'autant plus troublante que Pierre Laval n'avait jamais été considéré comme un suspect potentiel. Cet homme de 68 ans, veuf depuis 15 ans, était connu pour sa discrétion et son mode de vie solitaire. Il possédait une ferme isolée à 8 km de Saint-Flour et n'entretenait que peu de relations sociales. L'enquête sur les activités de Pierre Laval avait révélé qu'il était présent à Saint-Flour le soir du 14 août 1999. Plusieurs témoins se souvenaient l'avoir vu au café-restaurant de la place du Palais, où il avait bu quelques verres en compagnie d'autres agriculteurs de la région. Cependant, personne ne se rappelait précisément à quelle heure il était parti. La fouille minutieuse de sa propriété avait été organisée avec tous les moyens techniques disponibles.
Les enquêteurs avaient utilisé des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, des appareils de détection géophysique et même des drones équipés de caméras thermiques. Malgré ces efforts considérables, aucune trace des 3 sœurs n'avait été découverte. L'analyse des coupures de journaux trouvées chez Pierre Laval avait toutefois révélé un détail intrigant. L'homme avait soigneusement conservé tous les articles relatifs à l'affaire, y compris les plus anciens, datant de 1999. Il avait même constitué un dossier manuscrit avec ses propres commentaires sur l'évolution de l'enquête. Ces notes, rédigées d'une écriture appliquée, montraient une connaissance approfondie des détails de l'affaire. C'est en octobre 2024 que l'affaire allait connaître son dénouement le plus inattendu. Marcel Fontaine, l'ancien facteur de Saint-Flour, âgé de 75 ans, procédait au grand nettoyage de sa maison en vue de son déménagement dans une résidence pour personnes âgées. En vidant son ancien atelier, il avait retrouvé sa sacoche de facteur, qu'il avait utilisée pendant 32 ans de service. Dans une poche intérieure qu'il avait oubliée, Marcel avait découvert une lettre qui ne portait aucun timbre ni adresse. L'enveloppe, légèrement jaunie par le temps, contenait 2 feuilles de papier couvertes d'une écriture féminine. En lisant les premières lignes, Marcel avait immédiatement compris qu'il tenait entre ses mains un document d'une importance capitale. La lettre était signée « Fabienne » et datée du 14 août 1989. Elle était adressée à ses parents et commençait par ces mots « Papa, maman, si vous lisez cette lettre, c'est que notre plan n'aura pas marché et que quelque chose de terrible nous sera arrivé. » Marcel Fontaine avait immédiatement contacté les gendarmes. Le commissaire Delmas, prévenu dans l'heure, s'était rendu personnellement au domicile de l'ancien facteur pour récupérer le document. L'analyse graphologique avait rapidement confirmé que l'écriture était bien celle de Fabienne Leroux et l'âge du papier correspondait à la période de la disparition. Le contenu de la lettre allait révéler une vérité que personne n'avait osé imaginer. Fabienne y expliquait que ses sœurs et elle avaient découvert, au cours des dernières semaines, qu'un réseau d'hommes influents de la région organisait des fêtes privées, lors desquelles de jeunes filles étaient droguées et abusées sexuellement. Dans sa lettre, Fabienne détaillait méticuleusement les circonstances de leur découverte. Tout avait commencé 3 semaines avant la fête patronale, quand Céline avait surpris une conversation entre 2 hommes près de la bibliothèque municipale. Elle n'avait pas compris sur le moment de quoi il s'agissait, mais les mots « petite nouvelle » et « après la fête » l'avaient intriguée. Fabienne expliquait comment ses sœurs et elle avaient commencé à faire attention aux comportements suspects dans leur entourage. Elles avaient remarqué que certains hommes de la commune semblaient particulièrement intéressés par les jeunes filles qui participaient aux activités paroissiales et aux événements du village. Dr. Alain Coste, le médecin, posait toujours des questions très personnelles lors des consultations des adolescentes. Le maire Jacques Blanchard organisait régulièrement des réunions de jeunes dans une salle de la mairie, mais seulement avec des filles mineures. La lettre révélait que Muriel avait été approchée à plusieurs reprises par ces hommes qui lui proposaient de participer à des soirées spéciales après les événements officiels. Il lui avait dit que c'était une tradition locale réservée aux jeunes filles matures et qu'elle devait garder le secret. Muriel, méfiante, en avait parlé à ses sœurs. Fabienne décrivait dans sa lettre comment elles avaient décidé de mener leur propre enquête. Elles avaient discrètement questionné d'autres jeunes filles de la région et découvert que plusieurs d'entre elles avaient vécu des expériences troublantes lors de ces soirées privées. Certaines se souvenaient à peine de ce qui s'était passé, évoquant des trous de mémoire et des malaises inexpliqués. Le plus troublant était que ces fêtes avaient lieu depuis plusieurs années, toujours organisées dans des lieux isolés, et que les victimes étaient choisies parmi les jeunes filles de familles modestes qui n'oseraient pas porter plainte contre des notables de la région. Les organisateurs utilisaient un mélange de drogues dans les boissons pour rendre les victimes dociles et leur faire oublier les agressions. Fabienne expliquait qu'elle avait prévu de remettre cette lettre au facteur le matin du 15 août avec des preuves qu'elles avaient rassemblées. Des photos prises discrètement,
des témoignages écrits de victimes et même un échantillon d'une substance suspecte qu'elles avaient réussi à récupérer lors d'une précédente soirée. Dans les dernières lignes de sa lettre, Fabienne exprimait ses craintes. « Nous pensons qu'ils ont découvert ce que nous faisions. Hier soir, nous avons remarqué qu'on nous suivait. Ce matin, papa a reçu un appel anonyme lui conseillant de mieux surveiller ses filles. Nous avons peur, mais nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Si quelque chose nous arrive, cherchez dans la maison de Dr Coste. Il garde des photos dans son bureau. Et méfiez-vous du maire, il organise tout. » La découverte de cette lettre avait déclenché une enquête d'ampleur nationale. Le procureur de la République d'Aurillac avait immédiatement saisi les services spécialisés de la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Une cellule d'enquête dédiée aux crimes sexuels sur mineurs avait été constituée, dirigée par le commandant Sophie Berthelot. Les premières perquisitions avaient eu lieu simultanément dans plusieurs domiciles de Saint-Flour et des communes environnantes. Chez Dr Alain Coste, désormais âgé de 73 ans, les enquêteurs avaient découvert un véritable arsenal de preuves. Des centaines de photographies compromettantes, des fiches détaillées sur les jeunes filles de la région, et même des enregistrements vidéo datant de plusieurs décennies. Jacques Blanchard, l'ancien maire, était décédé en 2019, mais la perquisition de son domicile avait révélé des documents accablants. Il tenait un carnet manuscrit dans lequel il répertoriait les participantes aux soirées, leur date de naissance et des commentaires sordides sur leur performance. Ce carnet mentionnait explicitement les noms de Céline, Muriel et Fabienne Leroux, avec la mention « Problème éliminé » datée du 13 août 1999. L'enquête avait rapidement permis d'identifier l'ensemble du réseau. Outre Dr Coste et Jacques Blanchard, 5 autres hommes de la région étaient impliqués. 2 agriculteurs, un ancien conseiller municipal, le propriétaire d'une entreprise de transport et un gendarme à la retraite. Cette dernière découverte expliquait pourquoi l'enquête initiale avait piétiné pendant 25 ans. Les révélations contenues dans les documents saisis avaient permis de reconstituer les derniers moments des 3 sœurs Leroux. Le soir du 14 août 1999, elles s'étaient rendues à un rendez-vous organisé par Jacques Blanchard sous prétexte de leur confier une mission spéciale pour la fête du lendemain. Le lieu de rendez-vous était une ancienne ferme abandonnée située à 15 km de Saint-Flour. Les sœurs avaient été accueillies par le groupe d'hommes qui avaient immédiatement compris qu'elles constituaient une menace pour leur organisation. Selon les notes retrouvées dans le carnet de Blanchard, ils avaient d'abord tenté de les intimider. Mais Fabienne avait courageusement révélé qu'elles avaient constitué un dossier complet sur leurs activités. Face à cette révélation, les membres du réseau avaient pris la décision d'éliminer les 3 témoins gênants. Les corps des sœurs Leroux avaient été enterrés dans la cave de l'ancienne ferme, puis la propriété avait été vendue quelques mois plus tard à un acquéreur complice qui avait fait couler une dalle de béton par-dessus. C'est grâce aux indications trouvées dans les affaires personnelles de Jacques Blanchard que les enquêteurs avaient pu localiser cette sépulture clandestine. En novembre 2024, 25 ans après leur disparition, les restes de Céline, Muriel et Fabienne Leroux avaient enfin été retrouvés et identifiés formellement par analyse ADN. L'enquête avait abouti à l'arrestation de 4 hommes encore vivants impliqués dans le réseau criminel. Dr Alain Coste, malgré son âge avancé, avait été placé en détention provisoire. Les 3 autres suspects, âgés de 65 à 75 ans, avaient également été incarcérés. Lors de ces interrogatoires, Dr Coste avait finalement avoué son rôle dans l'organisation criminelle. Il avait expliqué comment le réseau sélectionnait ses victimes parmi les jeunes filles les plus vulnérables de la région, en utilisant sa position de médecin pour identifier celles qui n'oseraient pas porter plainte. Il avait aussi révélé l'existence d'un système de chantage qui permettait de faire taire les rares victimes qui tentaient de parler. L'ancien gendarme impliqué dans l'affaire, René Marchand, avait joué un rôle crucial dans l'étouffement de l'enquête initiale.
Il avait systématiquement orienté les investigations vers de fausses pistes et avait fait disparaître plusieurs témoignages compromettants. Son implication expliquait pourquoi certains éléments de l'enquête avaient été négligés pendant 25 ans. L'instruction judiciaire avait aussi révélé l'ampleur du réseau au niveau régional. Les enquêteurs avaient identifié au moins 43 victimes sur une période de 15 ans, entre 1985 et 2000. La plupart de ces femmes, désormais adultes, avaient été contactées par les services sociaux pour bénéficier d'un accompagnement psychologique. La révélation de cette vérité avait profondément traumatisé la communauté de Saint-Flour. Plusieurs habitants avaient exprimé leur sentiment de culpabilité pour n'avoir rien remarqué pendant toutes ces années. D'autres se sentaient trahis par des personnes qu'ils avaient respectées et admirées. Le nouveau maire de la commune, élu en 2020, avait organisé plusieurs réunions publiques pour permettre aux habitants d'exprimer leurs émotions et leurs questionnements. Un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des communautés traumatisées avait été mis à disposition de tous ceux qui en ressentaient le besoin. L'église de Saint-Flour avait organisé une messe commémorative en l'honneur des 3 sœurs Leroux et de toutes les victimes du réseau criminel. Le père Mercier, désormais âgé de 68 ans, avait prononcé une homélie émouvante dans laquelle il demandait pardon au nom de la communauté pour n'avoir pas su protéger ses enfants. Une plaque commémorative avait été installée sur la place du Palais, à l'endroit exact où les 3 sœurs avaient été vues pour la dernière fois. L'inscription, sobre et dignifiée, rendait hommage à leur courage et à leur détermination à protéger d'autres jeunes filles. Le procès des membres survivants du réseau criminel s'était ouvert en mars 2025 devant la cour d'assises du Cantal. L'affaire avait bénéficié d'une large couverture médiatique, non seulement en raison de sa durée exceptionnelle, mais aussi parce qu'elle illustrait les dysfonctionnements possibles dans les enquêtes criminelles en milieu rural. Henri et Margot Leroux, désormais âgés de 68 et 65 ans, s'étaient constitués partie civile. Lors de leur témoignage devant la cour, ils avaient exprimé à la fois leur soulagement de connaître enfin la vérité et leur amertume d'avoir vécu 25 années d'incertitude et de souffrance. Dr Alain Coste avait été reconnu coupable d'assassinat, de viols aggravés et de participation à une association de malfaiteurs. Malgré son grand âge, il avait été condamné à la réclusion criminelle, à perpétuité. Les 3 autres accusés avaient écopé de peines allant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès avait aussi permis de juger symboliquement le comportement de René Marchand, l'ancien gendarme décédé en 2021. La Cour avait officiellement reconnu sa responsabilité dans l'obstruction à l'enquête, et sa mémoire avait été définitivement ternie par ces révélations. L'affaire des sœurs Leroux avait marqué un tournant dans la prise en charge des disparitions en milieu rural. Les autorités avaient tiré les leçons de cette tragédie pour améliorer les protocoles d'enquête et éviter qu'un tel dysfonctionnement ne se reproduise. Marcel Fontaine, l'ancien facteur qui avait découvert la lettre, était devenu malgré lui une figure importante de cette affaire. Il répétait inlassablement qu'il regrettait de ne pas avoir trouvé cette lettre plus tôt, même si tout le monde s'accordait à dire qu'il n'était en rien responsable de ce retard. L'histoire des 3 sœurs de Saint-Flour était devenue un symbole du courage de jeunes femmes qui avaient sacrifié leur vie pour protéger d'autres victimes. Leur détermination à révéler la vérité, malgré les dangers qu'elles pressentaient, avait finalement permis de rendre justice à toutes les victimes de ce réseau criminel. 25 ans après leur disparition, Céline, Muriel et Fabienne Leroux avaient enfin été inhumées dans le cimetière de leur village natal. Leur tombe, fleurie en permanence par les habitants de Saint-Flour, portait cette épitaphe choisie par leurs parents. Elles ont donné leur vie pour que la vérité éclate. Leur courage ne sera jamais oublié. Cette affaire nous montre comment le courage de 3 jeunes femmes a permis, même 25 ans après leur mort, de rendre justice à de nombreuses victimes et de démanteler un réseau criminel qui semblait intouchable.
Elle illustre aussi l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, même quand toutes les pistes semblent épuisées. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous pressenti le rôle de ces notables locaux dans la disparition des sœurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type d'affaires criminelles.